Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Apéro des Daronnes. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas participé et animé cette émission. L'Apéro des Daronnes, c'est l'émission de Mademoiselle qui veut briser les tabous autour de la parentalité pour aider les parents ou les futurs parents à s'y retrouver, à déculpabiliser et à comprendre tout ce tsunami qu'ils et elles vivent. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle, et je co-anime avec Manon Portanier cette émission, et également avec Charlotte Ars, que vous avez vu sur toutes les dernières émissions de l'Apéro des Daronnes. On est très heureuse aujourd'hui avec Charlotte de recevoir Sophie de Chivray. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Sophie, tu es journaliste, créatrice d'Au revoir podcast qui lève le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et aussi co-réalisatrice avec Anaïs Feuillette du documentaire Le berceau vide, diffusé jeudi 12 octobre sur France 3 Paris-Île-de-France et qui est disponible en replay depuis le 13 jusqu'au 31 décembre. Donc dans cette nouvelle émission, on va parler ensemble d'un sujet qui est pas facile, mais qui est d'une très grande importance. Donc ça nous tenait à cœur de te recevoir dans cette émission. Ce sujet, c'est le deuil périnatal et l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse. Et c'est le sujet du berceau vide, le documentaire que tu as co-réalisé. Je vous propose que pour commencer, on commence par regarder la bande-annonce du docu. Ça vous va ? Très bien. Très bien. Allez. Hop. Alors. Une interruption médicale de grossesse, c'est toujours une décision qui est difficile à prendre. Chaque année en France, plus de 7000 femmes doivent mettre un terme à leur grossesse pour raison médicale. C'est comme si une partie de moi qui était morte en même temps que lui. T'as un manque physique qui est absolument abyssal. Les seuls souvenirs qu'on a de Zoé, c'est l'empreinte de ses petits pieds en fait. Ce qui m'a aidé le plus, c'est de pouvoir en parler et que ça soit pas un sujet tabou. Briser le silence du deuil périnatal, le berceau vide, ce jeudi à 23h05 sur France 3 Paris, Île-de-France. Alors, je vais couper ce qui s'enchaîne ensuite. Hop. Donc, ça, c'était la bande-annonce du documentaire. Alors, en début d'émission, dans l'Apéro des Daronnes, on aime bien faire une petite définition en général en lien avec le sujet dont on va parler. Et cette fois-ci, on a choisi un mot bien particulier. Ouais, on a choisi le mot deuil périnatal parce qu'il se prêtait complètement au sujet du berceau vide et que c'est un terme, quand on n'y est pas confronté, qu'on comprend pas toujours très bien. On ne sait pas exactement ce que c'est que ce périnatal. Donc il faut savoir que on parle aujourd'hui de mort périnatale lorsque la mort du bébé ou du fœtus survient au cours de la grossesse, à la naissance ou dans les heures ou jours qui suivent l'accouchement, Et il y a une définition que j'ai trouvée très facilement, moi, sur Internet, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui parle de deuil périnatal lorsque les parents perdent leur bébé entre 22 semaines d'aménorrhée et le 7e jour après la naissance. Je sais pas si, toi, c'est une définition qui te convient, Sophie ? Alors, non, elle me convient pas. D'accord. Je vais expliquer pourquoi. Alors, effectivement, c'est la définition sur laquelle on tombe tout le temps. Moi, j'ai vraiment le souvenir, quand j'ai perdu mon premier bébé, donc au cours d'une interruption médicale de grossesse, c'était il y a 6 ans. C'est vraiment la première définition que j'ai trouvée et je sais même plus comment je suis tombée dessus, mais moi j'étais un petit peu dans les clous de l'OMS, donc quelque part je me suis dit je suis dedans, ce que je vis c'est un deuil périnatal. Et puis quand j'ai créé mon podcast Au revoir podcast, donc qui parle du deuil périnatal sous toutes ses facettes, je me suis rendu compte en fait que cette définition elle était extrêmement restrictive, que la manière de définir le deuil eh bien elle est bornée par, d'un côté, c'est 22 semaines d'aménorrhée jusqu'à 7 jours après la naissance, comme si ce qui se passait avant et ce qui se passait après, en fait, que ce soit 7 jours ou 15 jours, finalement, concernant le vécu des personnes qui le vivent, ça va pas changer grand-chose. Mais 22 semaines d'aménorrhée, c'est quand même extrêmement arbitraire. C'est aussi une définition sur laquelle on se base en France pour ouvrir le droit au congé maternité, en fait, pour les femmes qui ont perdu un bébé. Mais finalement, il y a des femmes qui perdent des bébés avant 22 semaines. Et le deuil périnatal, pour moi, c'est vraiment une définition par les émotions, par le vécu, par le sentiment de perte, ce qu'on traverse ensuite pour se reconstruire. C'est un deuil qui a plein de répercussions sur
le couple, sur nous quand on perd un bébé, sur la manière dont on va envisager la grossesse, la maternité, les éventuelles grossesses futures. Donc je trouve que c'est une définition qui est très restrictive et qui dit pas grand-chose du vécu des personnes qui le vivent. Par exemple, ça exclut toutes les personnes qui vivent un arrêt naturel de grossesse en début de grossesse. Est-ce que, par exemple, toi, tu les inclus dans cette définition du deuil périnatal ? En fait, je pense que c'est aux personnes qui le vivent de dire si elles se retrouvent dans cette définition à partir du moment où on a vraiment... on a une grossesse qui s'arrête. Pour certaines personnes, même tôt dans la grossesse, ça va être ma grossesse s'est arrêtée ou j'ai perdu mon bébé. Enfin, ça, c'est vraiment... chaque personne va avoir des parcours différents. Et si une personne se reconnaît dans ce terme-là, quand bien même elle a perdu un bébé avant 22 semaines et pendant le premier trimestre, par exemple, moi, j'ai des témoignages dans le podcast qui concernent les arrêts naturels de grossesse. Et puis, en fait, le deuxième trimestre, il commence... dès 14 semaines, enfin 12, 13, 14 semaines d'aménorrhée. Bien avant en 2 fait, semaines. il y a une dizaine de semaines qui s'écoulent où on est sur quelque chose, une sorte de zone grise où on investit de plus en plus la grossesse et ça aussi, en fait, c'est du deuil périnatal. J'ai envie de dire, si les personnes se reconnaissent dans une sorte de vécu, dans des questionnements, dans le silence aussi de la société, parce que c'est un tabou, oui, enfin, il n'y a pas de restriction à donner et de définition qui se borne à des termes de grossesse qui sont quand même très arbitraires du point de vue du vécu, en fait. C'est beaucoup plus personnel, en fait, qu'une définition un peu froide. C'est très froid comme définition, ça dit rien du tout de ce qu'on vit quand on le traverse. Et alors, on a montré la bande-annonce de ton documentaire, du documentaire que tu as co-réalisé. Est-ce que tu peux revenir sur l'idée de ce documentaire ? Parce que aussi, tu parlais du podcast, tout part de ton vécu et de ta rencontre après avec Anaïs Feuillette. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai perdu mon premier bébé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, jour pour jour, là, je savais que ma grossesse allait s'arrêter dans quelques jours. Donc le mois de décembre est toujours une période un peu particulière pour moi. Et quelques années après, donc il s'avère que quelques mois après cette IMG, j'ai été de nouveau enceinte. J'ai eu des jumelles qui ont maintenant 4 ans et demi. Et quand elles avaient 1 an et demi, j'ai créé Au revoir podcast parce que j'avais envie de parler de deuil périnatal et que je savais que pour moi c'était un format qui me conviendrait et qui permettrait en fait d'explorer plein de facettes, dont les fameuses facettes liées à cette définition qui est très personnelle. Et quelques temps après la création, j'ai été en contact avec Anaïs, et Anaïs venait de perdre son bébé. C'était également une interruption médicale de grossesse, et on a pas mal échangé. Et Anaïs, elle réalise des documentaires. Moi, je suis journaliste initialement, mais les doc, c'était pas du tout moi ce que je faisais, et on s'est dit allez, on va essayer de travailler ensemble, et elle m'a proposé qu'on travaille ensemble sur ce docu, et en fait la porte d'entrée du documentaire pour parler du deuil périnatal, c'est vraiment notre vécu, parce que on l'a vécu dans notre corps, et que on a bien vu que pour l'IMG il y avait quand même une temporalité très particulière, puisque quand il s'agit d'une IMG pour des raisons liées à la santé du bébé, qui sont, c'est une IMG pour pathologie fétale, il y a une temporalité qui est très particulière, il y a des décisions à prendre. Donc ça, on avait vraiment envie d'en parler, puisque en plus l'IMG est encadrée par la loi Veil, qui est aussi la loi qui rend possible l'interruption volontaire de grossesse, mais l'IMG, on n'en parle jamais. Enfin, c'est vraiment... même nous, moi j'ai envie de dire, je suis féministe depuis des années, et l'IVG c'est quelque chose que, on en entend parler, j'avais conscience de ce que c'était, j'avais même travaillé dessus en tant que journaliste, mais l'IMG, j'étais à milieu d'imaginer que déjà c'était la même loi, et de vraiment comprendre à quoi ça renvoyait, je voyais pas. Et donc pour nous, c'était important de mettre en lumière cette interruption médicale de grossesse, et de parler ensuite de deuil périnatal de manière plus large, parce que de toute manière, dans le vécu, dans ce qui se passe après, dans l'éventuelle rencontre avec le bébé, dans le fait d'envisager ou non une grossesse suivante, il y a plein de liens qui se tissent en fait à partir du moment où on a vécu ce deuil, quelle que soit la réalité médicale en fait à laquelle elle renvoie.
Je sais pas toi Charlotte, mais moi c'était pareil que toi sur ce qui est de savoir que ce qu'est l'IMG et que ça fait partie de la loi Veil aussi. Enfin, oui, moi je l'ai appris dans le documentaire que c'était très encadré par la loi Veil. Ouais. Et comment est-ce que tu l'as défini toi ? Enfin, je pense qu'il y a une définition légale de ce qu'est l'interruption médicale de grossesse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors la définition, on va dire, très légale, très froide, un peu comme l'OMS et le deuil périnatal où c'est très froid. L'IMG, c'est le fait d'interrompre sa grossesse. Il n'y a pas de délai, en fait. Ça peut être jusqu'au terme de la grossesse. Soit si la santé de la femme est en péril. Donc en France, on estime que la santé de la mère prévaut sur celle du fœtus, puisque légalement, il s'agit d'un fœtus. Soit si le fœtus, au cours des échographies, voilà, on voit qu'il y a, on diagnostique une pathologie d'une particulière gravité qui est incurable au moment du diagnostic. D'accord. Et donc là, faut encaisser le diagnostic. Ce qui est déjà. Comment on l'annonce Ouais, alors l'annonce souvent, alors ça dépend dans quel contexte c'est fait. Moi, c'était à l'échographie du 2e trimestre, qui est l'écho-morpho, comme on dit. Moi, l'écho-morpho, concrètement, j'y allais en mode je vais voir mon bébé. Oui, c'est ce qu'une autre femme témoignante dans le documentaire le dit. Pour elle, c'était une photographie instantanée de son bébé, cette 2e échographie. Oui, c'est une séance photo. Ouais, elle le dit, c'est Julie dans le documentaire. Mais je pense qu'on y va toutes, sauf si on a connu des personnes qui ont vécu aussi des deuils ou qu'on est un peu sensibilisé déjà à la question. Mais voilà, moi, c'était une première grossesse. J'y suis allée totale détente. Et là, effectivement, le gynécologue nous a dit qu'il y avait un problème au niveau du cœur de notre bébé. Mais voilà, c'est un gynécologue de ville, il n'a pas des machines aussi perfectionnées que les médecins dans les hôpitaux. Et il nous a dit ça. Donc, il a fallu encaisser ça. Il ne pouvait pas nous en dire plus. Et là, d'un coup, on passe par tous les états. C'est... Avec le recul, je me dis qu'on aurait pu avoir de l'espoir, on aurait pu se dire, le cœur, c'est un organe vital, mais on peut opérer de plus en plus les enfants qui ont des cardiopathies, mais sauf que nous, on entend le cœur, quoi. Donc, il y a un truc qui se passe dans notre tête où on se dit, là, de toute manière, c'est ultra grave. Et nous, on a été très bien accompagnés et on a eu, entre guillemets, beaucoup de chance dans notre malheur. C'est que le gynécologue, il a tout pris en charge. Il nous a dit, je m'occupe de tout, j'appelle le CHU, je prends rendez-vous avec une cardiopédiatre pour une échographie du cœur de votre bébé et je vous rappelle dès que j'ai le rendez-vous. Et donc le lendemain, il nous a rappelé, il nous a dit j'ai le rendez-vous, voilà, ce sera demain à telle heure, elle vous attend. Et en fait, le diagnostic, il a intervenu assez rapidement. C'est que 48 heures après la première échographie, on savait que c'était extrêmement grave et que notre bébé ne pourrait pas vivre, en tout cas pas dans des conditions dignes, en fait. Là, on a déjà eu un premier élément. Et puis après, une fois qu'on entre dans ce circuit dont on ne soupçonnait pas l'existence, le circuit du diagnostic anténatal à l'hôpital, on a eu d'autres examens qui ont permis d'affiner le diagnostic et c'est là qu'on parle d'interruption médicale de grossesse, en fait. Du coup, là, c'est les soignants qui t'en parlent, c'est le personnel médical qui te dit ce mot ou c'est toi qui poses la question Eh bien, c'est moi. C'est moi. Et c'est là tout le paradoxe, c'est qu'avec mon mari, à la fois on ne sait pas ce que c'est, mais à la fois on en a déjà entendu parler. Mais c'est très abstrait dans notre tête. C'est vraiment, on est à 1000 lieues de savoir vraiment à quoi ça renvoie. On en a parlé même à la cardiopédiatre, donc dès le début, en disant voilà, on a entendu qu'il était possible d'interrompre une grossesse quand il y avait vraiment quelque chose de très très grave. Et elle nous a dit dans votre cas, ce sera probablement accepté si vous le demandez, mais il faut faire des examens complémentaires. Et c'est à un moment donné, je me revois lui dire mais en fait, c'est quoi interrompre une grossesse ? Et là, je crois que c'est là qu'il y a eu un énorme choc. C'est quand elle m'a dit voilà, on va arrêter le cœur de votre bébé in utero et il va falloir accoucher de votre bébé mort-né.
Et donc là, je crois qu'il y a eu un court-circuit dans mon cerveau. J'ai pas compris le fait d'accoucher. Enfin, vraiment, donc accoucher par voix basse. C'est un accouchement entre guillemets normal, mais pour lequel tout est anormal en fait. Enfin, c'est et là, ça a été un énorme choc pour moi. Et je sais en fait, en faisant le documentaire, la question de l'accouchement, c'est un choc pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment le moment. Déjà, on a dû encaisser un diagnostic. Il y a eu plus ou moins de temps qui s'est passé, donc nous, ça a été très rapide, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Et là, en fait, c'est presque une deuxième annonce. Et sinon, effectivement, à partir du moment où il y a quelque chose de très grave et qui est potentiellement incurable, ce sont aux médecins d'en parler. Parce que c'est dans la loi, en fait. Donc, il faut réussir à l'amener de telle manière que... voilà, les parents qui sont là ne doivent pas se sentir influencés pour prendre tel type de décision ou tel autre, mais c'est la loi. Donc en fait, les médecins doivent vraiment amener le sujet en disant, voilà, compte tenu de ce qu'on voit, il y a plusieurs alternatives qui se présentent à vous. Soit vous menez la grossesse jusqu'au terme et puis on envisage un accompagnement pour votre bébé ensuite. Donc en fonction de la pathologie, voilà, il y a différentes choses possibles. Voilà. Soit il y a aussi cette possibilité, il y a aussi une autre alternative qui est d'accoucher et de proposer le bébé à l'adoption, par exemple. Mais en fait, voilà, ce sont aux médecins vraiment d'informer parce que c'est de l'information et que c'est la loi. Et ne pas en parler, en fait, ce serait d'une certaine manière empêcher les personnes d'avoir accès à cette possibilité. Et donc là, en l'occurrence, vous en avez parlé avant qu'on vous en parle, mais ils allaient vous en parler ou Ah oui, ils allaient nous en parler. Vous étiez dans une situation où ça faisait, dans tous les cas, c'était l'alternative. En fait, oui, pour comprendre comment ma grossesse allait se dérouler ensuite, oui, effectivement, ils nous en auraient parlé. Ce que l'on comprend très bien aussi dans le documentaire, c'est que ce n'est pas, enfin, c'est vraiment une décision collégiale avec le corps médical. C'est que c'est décidé, enfin l'IMG est pratiqué dans un cadre très précis. Il y a un conseil pluridisciplinaire, c'est ça, de médecins qui se réunit pour décider tous ensemble d'accéder ou non à la requête des parents d'avoir une IMG. Alors pour nous, c'était super important de le présenter comme ça parce qu'il y a tellement de fantasmes sur l'IMG. Enfin, vraiment, moi je sais que dans notre entourage, ça n'a même pas été un sujet. Enfin, il n'y a pas eu de remise en cause de ce qu'on avait fait. Mais il faut bien se rendre compte que pour certaines personnes qui ont recours à une IMG, y a l'entourage familial qui peut, pour des raisons de conviction politique, religieuse, remettre en cause la décision des parents. Y a beaucoup de personnes aussi qui disent qu'elles ont perdu un bébé sans oser dire que c'est une interruption médicale de grossesse parce que potentiellement on s'expose à la vie des gens en fait. Et il y a cette sorte de fantasme qui est que soit les personnes qui ont recours à une IMG ont été manipulées par des médecins qui en gros sont complètement embrigadés et qui ne veulent pas accompagner des bébés autrement. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses ou alors une société complètement eugéniste qui refuse d'accompagner les enfants malades. Enfin, on part vraiment dans des degrés de fantasmes qui sont très importants. Et je dis pas que voilà, il y a des médecins qui font bien leur travail, il y en a qui ne le font pas bien, mais j'ai envie de dire c'est pour tout pareil quoi. Et il faut savoir que l'IMG ce sont pas des personnes qui sont manipulées. Moi, je n'ai pas été manipulée. Mon mari n'a pas été manipulé. On s'est vraiment dit dans notre tête, l'IMG, c'est le fait d'interrompre une grossesse. Notre bébé est malade. Comment on peut l'accompagner de la manière la plus douce possible? C'était pas une décision pour nous. C'était une décision pour ce bébé, pour notre petite fille. On aurait pu l'accompagner à la naissance. Moi, je ne voulais pas qu'elle souffre une seule seconde, sauf que là, en l'occurrence, elle aurait souffert. Quand bien même, voilà, il y a les soins palliatifs, il y a des choses comme ça, mais voilà, un bébé, il sort du ventre de sa mère, il faut quand même un petit laps de temps avant que le bébé puisse être pris en charge, mais ne serait-ce qu'une seconde. Pour moi, c'était une seconde de trop. Donc pour moi, la manière la plus sécurisante pour ce bébé et la manière la plus douce de l'accompagner, c'était in utero, dans mon ventre. Et effectivement, nous avons pris cette décision. Alors, en l'occurrence, légalement, c'est la femme enceinte qui signe le papier.
Selon les hôpitaux, il y a des hôpitaux qui font aussi signer le coparent de manière, on va dire, entre guillemets, plus symbolique, mais c'est important aussi. Et ensuite, une fois qu'on prend cette décision, qui est souvent considérée comme un non-choix, en fait, c'est pas un choix, en fait, eh bien, les médecins se réunissent et vont statuer. Est-ce que, oui ou non, on accorde à cette femme, à ce couple, d'avoir recours à une IMG. Et il y a des cas dans lesquels les médecins disent non. Donc quand ils disent oui, c'est effectivement une responsabilité qui est partagée, et on voulait le mettre dans le documentaire parce que souvent, après coup, il y a vraiment ce truc de c'est moi qui ai pris cette décision, ça repose que sur mes épaules, enfin, c'est très très dur. Donc c'est important quand même qu'il y ait aussi cet accord collégial des médecins, parce que si les médecins ne donnent pas leur accord, l'IMG se fait quand même. Non, ok. Donc il faut quand même... Et parfois même, j'ai eu des témoignages comme ça de personnes qui étaient sur des pathologies qui étaient extrêmement graves, et les médecins avaient dit non, et qui du coup se sont tournés vers d'autres hôpitaux où ça a été étudié par d'autres médecins, et là ça a été oui, vous pouvez avoir accès à l'IMG. Donc c'est un parcours qui peut être potentiellement long, qui peut être potentiellement difficile, et qui n'a rien d'évident. C'est pas parce qu'on nous dit à un moment donné il y a un problème qu'on va avoir recours au bout du compte à une IMG. Donc c'est quelque chose. Et puis les examens, ils sont longs, ils peuvent s'étaler sur des semaines durant lesquelles on est dans un moment vraiment de flottement, où on est enceinte, mais soit on sait pas comment ça va se terminer, soit on sait comment ça va se terminer, mais voilà, il faut le temps. Vivre ces instants où t'es un peu dans l'entre-deux, quoi. Ouais, c'est ça. Psychologiquement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est mis en place ou pas? Ça dépend beaucoup des hôpitaux, en fait. Ça dépend vraiment beaucoup des hôpitaux. Alors, j'ai envie de dire, moi, dans le podcast, j'ai beaucoup de témoignages, et globalement, je pense que on va dans le bon sens, qui est un sens où les femmes et les couples sont de mieux en mieux accompagnés. Mais en fait, nous, on a été bien accompagnés. Ça, on nous a pas lâchés dans la nature. On nous a dit, il y a une psychologue, est-ce que vous voulez la voir? Il y avait rien d'obligatoire, mais ne serait-ce que de nous dire, il y a une psychologue, est-ce que vous voulez la voir? On l'a vue, elle était disponible. Moi, j'avoue que je me souviens pas de tout. Enfin, c'est un moment, voilà, c'était un moment de flottement qui était tellement intense que voilà, je me souviens pas de tout. Mais elle a été aussi là pour nous voir après. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas forcément cette possibilité-là. Donc, il y a du mieux, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées, mais c'est un moment où l'accompagnement, il fait beaucoup, en fait, dans le vécu du deuil ensuite. Et c'est vrai que quand on est bien accompagné sur le moment, c'est pas que le deuil va être moins violent, il va être tout aussi violent. L'instant où on accouche, ça va être aussi quelque chose de dur, mais ça amène un peu de douceur à cette violence, et c'est déjà énorme, en fait. Je ne sais pas si, pour les personnes qui nous regardent, c'est un sujet que vous connaissiez déjà, l'IMG ou pas. Si vous avez des questions qu'on ne serait pas en train de poser à Sophie, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les prendra au cours de ce live. Moi, je voulais savoir aussi, quel impact a l'IMG sur un couple qui s'attendait à devenir parent? C'est dur de répondre à cette question parce que tous les couples sont différents, mais en fait, c'est une déflagration. Et ça, on s'en rend pas compte à l'instant T. C'est avec le recul qu'on mesure à quel point on a quand même vécu quelque chose de très très dur pour le couple. Et de la même manière que deux femmes qui peuvent avoir un parcours très semblable avec une IMG ne vivront pas ça de la même manière, au même rythme, même s'il y a des choses qui se recoupent quand même. Eh bien, au sein d'un couple, c'est pareil. On vit pas les choses au même rythme. On n'exprime pas la tristesse de la même manière. On laisse pas la place à la tristesse de la même manière. Et ça, que ce soit une IMG ou même le décès d'un bébé dans d'autres circonstances au cours de la grossesse ou après la naissance, voilà, c'est vraiment un moment de crise, en fait. Une crise pour soi et pour le couple. Et
ouais, il y a des couples qui se séparent suite à un deuil périnatal. Il y a des couples qui en sortent renforcés. Il y en a d'autres qui vont traverser quand même des grosses turbulences. On peut pas anticiper en fait les réactions de l'autre de la même manière qu'on peut pas anticiper nos propres réactions. Moi, je sais que j'ai été surprise de certaines réactions que j'ai pu avoir, que j'avais pas anticipé non plus. Donc forcément, on peut pas en plus se dire que l'autre doit vivre les choses de la même manière parce que c'est impossible. Et puis souvent, voilà, il y a les rôles sociaux auxquels on se conforme et on est encore beaucoup sur le coparent, en l'occurrence le père, qui doit être fort pour sa compagne. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi dans les discours des soignants ou même dans le discours de l'entourage, en fait. Encore récemment, il y a un papa qui a témoigné dans le podcast qui disait moi, on me demandait tout le temps des nouvelles de ma femme et moi, on me demandait pas comment j'allais. Et ça a un double impact, c'est que ça peut vraiment nourrir une sorte de colère qui est déjà là, parce qu'en fait, on ressent de la colère aussi quand on perd un bébé, de pas se sentir légitime en plus, et de dire, mais aux yeux de la société, moi, je ne suis pas impactée alors que je le suis. Donc, ça incite pas en plus à exprimer aussi ses émotions. Et ça, c'est assez difficile au sein du couple. C'est quelque chose. Il y a que la communication ou le fait d'entendre aussi d'autres témoignages qui permettent de se dire, mon couple là, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, mais en fait, c'est normal. Ouais. Et ça, sur l'instant, on se dit, mais là, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est trop dur pour tout le monde. Si on va plus être ensemble. Enfin, et oui, il y a des couples qui se séparent. Hein, ça, c'est évident. Il y en a qui ne se séparent pas. Mais c'est vrai que c'est une fois que la parole elle circule qu'on peut avoir des repères, ou quand on est bien accompagné aussi. Ouais, donc peut-être dire que c'est effectivement normal de ressentir toutes ces choses-là. Comme tu disais, il y a des réactions que tu as eues, pensais pas avoir ce type de réaction. Mais je peux donner un exemple de réaction que j'ai eue où là vraiment je pensais pas que j'allais réagir comme ça. Ça a été les annonces de grossesse et d'accouchement après mon propre accouchement. En fait, j'avais pas mesuré ça. J'avais des copines qui étaient enceintes en même temps que moi et bon, je me doutais que ça allait être compliqué l'annonce de la naissance parce qu'elles avaient la même date de terme que moi. Donc déjà, voilà, ça j'avais mesuré. En revanche, j'avais pas mesuré que chaque annonce de nouvelle grossesse, mais ça allait être d'une violence. Ça a été même ma manière de réagir, même physiquement, en fait, de me sentir m'écrouler, de me sentir agressée. Je comprenais pas. En fait, si, j'arrivais à percevoir le pourquoi du comment, mais jamais je n'aurais anticipé de réagir de cette façon-là, quoi, avec cette violence intense et ce côté. Mais je deviens une horrible personne. Comment ça se fait que... Alors, au fond, moi, je me réjouissais. C'est pas... Enfin, je souhaitais absolument... mais c'était ce que ça me faisait à moi, sur l'instant, de recevoir cette nouvelle. Donc, là, par exemple, je ne l'avais absolument pas anticipé. Et j'ai été surprise de me dire, mais pourquoi je réagis comme ça ? Mais en effet, on va en reparler de tout ça, parce que c'est des questions aussi qu'on a prévu de te poser. Et on a aussi recueilli des questions de lectrices de Mademoiselle sur Instagram. Et c'est notre rubrique « Demande à ta daronne », toutes les questions que vous vous posez sur le sujet dont il est question aujourd'hui. Ouais, et la première question qui nous a été posée, et je la trouve très intéressante, comment en parler aux enfants nés? Alors là, on nous avait demandé après l'IMG, mais ça peut arriver aussi avant, s'il y a déjà des enfants qui sont déjà nés. Et à partir de quel âge on peut aborder ce sujet? Waouh, ça c'est une question qui est ultra complexe. En fait, c'est une question qu'on se pose toutes et tous à un moment donné. Parce que quand on se renseigne, quand on voit la manière dont le deuil périnatal était envisagé il y a encore 20 ans, 30 ans, ou même dans les générations précédentes, il y a énormément de tabous par rapport à ça. Et même quand on le vit, on a toutes et tous... une tante, même une mère, une grand-mère, quelqu'un d'éloigné dans notre famille qui nous dit moi aussi j'ai vécu ça et on n'en parlait pas.
Donc en fait, on se rend compte qu'il faut en parler parce que ça peut avoir des effets très... Voilà, c'est pas pour dire qu'il y a forcément des conséquences qui sont ultra néfastes, mais on se rend compte en fait qu'il y a un manque. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle m'a dit que sa mère avait elle-même perdu un bébé en cours de grossesse. Ma grand-mère, qui est fille unique, en fait, elle aurait dû avoir un frère. Et j'ai envie de dire, elle a eu un frère quelque part, mais ce frère, il a jamais eu sa place. Elle sait même pas à quel terme il est né. Sa maman lui en a jamais parlé. Enfin, et il y a quand même quelque chose de très violent là-dedans. Donc, effectivement... faut pas que ça devienne un tabou familial et une sorte de secret de famille, parce que c'est aussi très douloureux quand on l'a vécu de se dire en fait faut pas en parler, et le souvenir de cet enfant, ça repose que sur mes épaules. C'est aussi très très compliqué. Après, comment en parler? Moi, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus avec une psychologue. J'avais fait un épisode comment parler aux enfants qui ont été témoins de ce deuil et comment en parler aux enfants d'après. Et elle expliquait, donc elle s'appelle Solène Ekizian, et elle expliquait très clairement que voilà, on peut en parler. Il n'y a pas d'âge auquel on peut aborder la question. Par exemple, si on perd un bébé et qu'on a un enfant qui a déjà 18 mois, il a beau être tout petit, il va percevoir des choses, en fait. Donc, de poser des mots simples sur ce qui s'est passé, de lui dire, en fait, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis pour les enfants suivants, c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en place dès la grossesse, de raconter l'histoire du bébé. Il s'est passé ça avant toi, et puis là maintenant on t'attend. Et elle disait quelque chose que moi je garde vraiment en tête, c'est qu'il faut pas non plus se mettre la pression, et que c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'en parler à un moment que on n'en parlera pas du tout. Il faut aussi s'écouter en tant que parent. Et quelque chose que moi j'ai retenu, et je pense que tous les parents qui ont essayé d'en parler à un enfant, un petit enfant, ont retenu, c'est qu'il faut employer des mots qui sont très clairs. C'est pas on a perdu un bébé, ton petit frère ou ta petite sœur, elle est partie, elle est partie rejoindre les étoiles. Ou faut vraiment dire voilà, il est mort. Parce que les enfants en fait peuvent vraiment s'engouffrer dans voilà, il est parti, quand est-ce qu'il revient? Il est dans les étoiles, comment il a fait pour rejoindre les étoiles? Et du coup, c'est compliqué pour eux d'intégrer. Mais je trouve que c'est très compliqué. Et moi-même, mes filles, elles ont 4 ans et demi, je suis pas un modèle à ce niveau-là, même si il n'y a pas de tabou à proprement parler. Mais moi, c'est quelque chose, j'ai énormément de mal. C'est normal aussi. Ça viendra peut-être plus tard aussi, quand elles seront un peu plus grandes. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait d'expliquer aux enfants. Et il y a des enfants aussi qui posent beaucoup de questions, et ça peut être aussi compliqué quand on a perdu un bébé et qu'on est face à son autre enfant de 5-6 ans qui va dire plusieurs fois, mais il est où mon petit frère? Et quand est-ce que tu retombes enceinte? Enfin, faut non seulement gérer le deuil de l'enfant qui est déjà là, mais aussi son propre deuil. Et voilà, c'est pas simple. Donc j'avais fait un épisode sur la question. Mais on est toutes et tous au même point à un moment donné, c'est comment en parler et comment trouver les bons mots. Oui. Et je viens justement de partager dans le chat un lien vers podcast, enfin Apple Podcasts, mais je pense qu'on peut écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous voulez retrouver tous les épisodes d'Au revoir podcast, et notamment celui dont tu parlais, je sais pas si tu as une référence ou peut-être le nom ou le titre de cet épisode. Oui, alors c'est avec Solène Ekizian qui est psychologue. C'est comment parler de deuil périnatal aux enfants, voilà. Ou sinon retourner sur ma page Instagram du podcast, que j'ai pas partagé aussi, je partagerai ça tout à l'heure en story parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes. C'est un épisode du printemps 2021 je crois, donc il faut remonter un peu quand même. Ok, bon en tout cas vous avez accès aux liens et à tous les épisodes si vous nous regardez et que vous voulez aller écouter le podcast. Il y a une deuxième question qui a été posée sur Instagram et qui fait un peu lien avec celle qui a été précédemment posée sur comment on parle aux enfants. C'est comment parler de deuil sans faire peur autour de soi. Parce que on le comprend très bien en écoutant ton podcast et puis en ayant vu Le berceau vide. C'est un sujet qui est extrêmement tabou. Les gens, quand on a perdu un bébé, n'osent pas aborder ce sujet avec les parents, avec la mère. Et comment en parler, voilà. Alors, comment en parler sans faire peur ? En fait, on va forcément faire peur. Ça, je pense que... Voilà. Après, en fait, ça dépend. Est-ce qu'on en parle parce qu'on l'a vécu et qu'on a besoin de partager ce qu'on a vécu avec ses proches, ou est-ce qu'on en parle parce qu'on a besoin de sensibiliser ? Voilà. Ça, c'est aussi 2 questions un peu différentes.
En fait, je pense que oui, on fait forcément peur. Enfin, de toute manière, on le voit bien quand on l'a vécu. Il y a des personnes qui vont être à l'aise pour nous poser des questions, qui vont être là pour nous, et d'autres qui ne vont pas être là du tout pour nous. Mais vraiment, enfin, des personnes dont on n'a pas de nouvelles, des personnes qui vont nous revoir quelques mois après et qui vont faire comme si ça n'était pas arrivé. Donc on voit bien quand même que le tabou, il est là, et que les gens ne sont pas capables d'assumer cette parole qui va peut-être être formulée face à eux. Enfin, c'est même très dur. Il y a des moments où on a besoin de parler un peu de ce qu'on a vécu et on n'arrive pas à trouver une personne disponible en face. Donc on voit bien que de toute manière ce vécu il fait peur et que tout le monde n'est pas capable vraiment de parler de ça. Et après, pour sensibiliser sans effrayer, c'est vraiment un équilibre à trouver. Malgré tout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut pas, maintenant qu'il y a plein de tabous qui tombent sur la maternité, on ne peut pas ne pas parler de deuil périnatal. Oui. Parce que, certes, c'est effrayant, et quand on n'y a jamais été confronté, on aimerait mieux ne pas savoir que ça peut arriver, mais la violence, elle est telle quand on le vit, et qu'on se dit, mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler, et qu'on se retrouve à essayer de trouver des ressources sur le deuil et qu'on les trouve pas. Alors petit à petit, il y en a de plus en plus en fait, et s'il y en a de plus en plus, c'est pas pour effrayer les gens, c'est surtout pour les personnes qui le vivent, leur dire vous n'êtes pas seuls, il y a des choses qui existent, et on sait que la parole des autres aussi, elle peut être réconfortante d'entendre des témoignages de personnes qui l'ont vécu. Ça peut être réconfortant de se dire bah voilà, cette personne 6 ans après, 10 ans après, elle est toujours là, sa vie elle est pas fichue en fait, parce que c'est ça, quand on le vit à l'instant T, on a l'impression que notre vie, elle va être foutue, quoi, que tout s'arrête. Et si on n'est pas bien accompagné, s'il y a personne en face de nous pour écouter notre parole, si on n'a même pas accès à des ressources là-dessus, bah effectivement, on a l'impression que on est tombé dans un monde, mais c'est l'inconnu complet. Donc, je pense qu'on peut parler de deuil périnatal sans être dans le fait de faire peur absolument, mais te dire pourquoi on en parle. Bah, on en parle pour les personnes qui le vivent, et que voilà, il y a des personnes là qui vont écouter ce qu'on fait là maintenant, qui ne l'ont pas vécu, mais il y a peut-être quelqu'un de leur entourage qui va le vivre ou qui le vit actuellement. Et c'est aussi pour ça qu'il faut en parler, parce que l'entourage a besoin d'être sensibilisé, et c'est ça aussi, c'est un des enjeux. Quel conseil justement tu donnerais à l'entourage pour accompagner, soutenir une personne qui vit un deuil périnatal, qui a eu recours à une IMG, enfin. Ouais, bah de toute manière, quelle que soit l'épreuve, qu'il s'agisse d'une IMG ou d'autres choses, ne pas faire comme si ça n'avait pas existé. Ne pas faire comme si c'était un non-sujet, parce que en fait, pour la personne qui est en face de vous et qui l'a vécu, c'est pas un non-sujet. Alors peut-être que la personne en face de vous, elle va pas forcément se sentir d'en parler ou quoi que ce soit, mais juste montrer que vous êtes là, parce qu'il y a trop de personnes qui ne se manifestent pas. Et ça, je pense qu'on a... toutes les femmes qui sont passées par un deuil périnatal ont des amis qui leur ont tourné le dos. Ont des amis qui, je le disais, plusieurs mois après, alors comment tu vas ? Enfin, comme si rien ne s'était passé, alors que ça reste quand même une épreuve qui est énorme et peut-être pour beaucoup la plus grosse épreuve de leur vie. Donc juste ne faites pas comme si ça n'existait pas, parce que vraiment ça c'est violent. Ça, c'est vraiment, vraiment violent. Alors, il y a des maladresses aussi qui sont extrêmement violentes, parce qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce que je peux dire ? Et parfois, on se fait un peu des nœuds au cerveau et on veut sortir des paroles qui sont réconfortantes et qui ne le sont pas. On va en faire trop. Du genre, ouais, c'est ça, du genre, allez, vous êtes jeune, c'est bon, vous en aurez un autre. Ou... Non, ça, c'est dur. Oui. Vraiment. Ou, allez, c'était au 2e trimestre. Il y en a, voilà, ça aurait pu être au 3e, c'est pire. Bah, en fait... oui, peut-être, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas envie de savoir. Ce que je vis est déjà assez bien compliqué. Il ne faut pas minimiser la souffrance. Ouais, voilà. Mais donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, ne pas minimiser. Mais juste dire, je suis là, je pense à toi, je pense à vous. C'est déjà quelque chose. Et dire, je suis là, mais être vraiment là. Parce que ça, c'est pareil, en fait. Des personnes qui envoient un petit texto, je suis là si t'as besoin d'en parler, et après, quand on contacte la personne, il n'y a plus personne. Enfin, c'est un peu compliqué. Et
Et voilà, il n'y a pas de formule magique, hein. Vraiment, les proches, ils tâtonnent aussi, hein. C'est compliqué pour eux. Mais voilà, si vous avez l'impression que c'est dur, dites-vous que la personne qui le vit, c'est encore plus dur pour elle. Et toi, ça t'a coupé de personnes qui peut-être justement ont dit qu'elles seraient là, qui l'ont pas été, ou qui au contraire ont fait comme si rien ne s'était passé, ont repris contact X mois après? Ouais, et je suis pas la seule en fait. Et je ne suis pas la seule du tout. Alors, il y a aussi eu des clashs. Mais ça, j'ai envie de dire... ouais, j'ai une amie, ça a été très très compliqué. Et c'était une de mes amies les plus proches. Et il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné où elle m'a annoncé sa grossesse un mois après mon IMG. Elle l'a fait de manière pas délicate. Et elle le sait, et on en a parlé après, et ça a mis un froid énorme. Mais depuis, en fait, ça va mieux, et je pense que j'avais aussi besoin de lui faire comprendre que ça avait été maladroit, parce que c'était une de mes meilleures amies, et que voilà, je pouvais pas laisser ça là, parce que si je laissais ça là, ça voulait dire qu'on coupait tout et qu'il y aurait plus d'amitié après. Donc j'ai pris le risque, ce qui demande une énergie folle déjà, en plus quand on vit un deuil. Mais ouais, il y en a d'autres, il y a plus personne. Et vraiment ça, c'est la maladresse, elle est dure, mais l'indifférence, je trouve que c'est encore plus dur, parce que l'indifférence, elle est potentiellement partout. C'est un sujet extrêmement tabou. Et les gens ne se rendent pas compte que quand on a perdu un bébé, on peut être déjà exposé à énormément de situations qui sont super dures. Donc si les amis ne sont pas là dans ces moments-là, ça veut dire que... Alors, ouais, les amis, ils ne doivent pas être là que dans les bons moments. Ouais. S'ils ne sont pas là dans les moments qui sont les pires pour nous, bah ouais, enfin là vraiment, les liens ils se distendent. Et à contrario, parce qu'on va pas non plus être dans un truc, on va pas effrayer les gens, c'est il y a quand même des amitiés qui naissent ou qui se renforcent dans ces moments-là. Parce qu'on peut être surpris, des personnes dont on se pensait proches qui se manifestent pas, et d'autres, bah, c'était des connaissances ou des potes qui deviennent vraiment des amis. Et là, il y a quand même des choses qui se jouent aussi, donc tout n'est pas noir. Et dans ce parcours-là, il y a aussi beaucoup de choses, alors je vais pas dire positives, parce qu'on tire jamais de positif d'une situation comme ça, mais il y a des belles choses. Et notamment au niveau des amitiés. Et c'est important de le dire aussi. Et justement, en troisième question, on a une question un peu personnelle. Comment renouer le lien avec une amie qui a perdu son bébé le même jour que mon accouchement? C'est compliqué. Là, c'est se mettre dans la peau de la personne qui reçoit la nouvelle du deuil périnatal. Ouais, ça c'est très compliqué. Moi, je connais pas bien sûr. leur vécu avant, et je sais pas ce qui a été dit, ce qui a été fait avant. La question des bébés des autres, c'est quand même une question ultra délicate. Et je le disais, moi par exemple, j'étais très surprise de la manière dont j'ai réagi à des naissances. Moi, je sais que j'ai eu besoin de m'éloigner un peu, de pas trop en savoir. Parce que voilà, moi quand je recevais une photo d'un nouveau-né dans son berceau, que je voyais un bébé né à terme, moi ça me renvoyait en négatif à ce que j'avais vécu, à ce que je n'avais pas eu en fait. Donc ça c'était très dur, et je pense que les personnes ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait réactiver des choses assez traumatisantes pour moi. À côté de ça, on réagit pas toutes de la même manière aux annonces de naissance. Si on a eu des enfants avant aussi, c'est pas forcément déjà le même cas de figure. Et puis il y en a qui ont besoin de se rapprocher aussi de leurs amis qui ont eu un bébé. Enfin, c'est propre à chacun et chacune. Mais en tout cas, moi je sais que, par exemple, peut-être une amie dont je me serais éloignée parce qu'elle était enceinte et dont je me serais éloignée après la naissance de son bébé, elle voudrait reprendre contact avec moi, un message, dire est-ce que tu as envie qu'on se revoie? Je me mets au diapason en fait de ce que tu vis, ce sera ton rythme à toi en fait. Et surtout, j'ai envie de dire, si votre amie elle se sent pas en capacité de prendre de vos nouvelles et de voir votre bébé, lui en voulez pas, c'est pas contre vous personnellement en fait. Parce que ça c'est pareil, il peut y avoir une certaine animosité, une certaine colère de la part de la personne qui a accouché, qui se dit non mais attends, c'est quoi ça, elle veut pas voir mon bébé,
mais le prenez pas contre vous. C'est pas contre vous, en fait. C'est pas contre votre bébé. Et peut-être qu'un jour, cette personne, elle se sentira en capacité de le voir. Oui. Alors, il y a Strike84 dans le chat qui nous dit « L'apéro des darons, incroyable ce titre. » Merci. Ce qui nous permet de faire une transition avec la suite de toutes nos questions, puisqu'on en a pas mal encore. Tu l'as un peu abordé, la suite, le retour à la maison, le postpartum. Qu'est-ce qui se passe après une IMG ? Parce que ça, c'est pareil, j'imagine que ça fait... Je pense que ça doit faire partie des choses dont les gens n'ont pas conscience, c'est qu'il y a un postpartum. Ah, mais même moi, j'en avais pas conscience. Hein. Ah, mais même moi, je comprenais pas ce qui se vivait dans mon corps. En fait... On t'avait prévenu ? Alors, si on m'avait prévenu, l'info, elle n'était pas passée. Moi, c'est à l'occasion de ma deuxième grossesse que j'ai appris certains mots. Hein. Les tranchées. Les fameuses contractions qui permettent à l'utérus de retrouver sa forme normale. Les pertes de sang qu'on appelle les loquis. Ouais, je savais qu'on avait des pertes de sang, mais combien de temps ça dure, à quel moment je dois éventuellement m'inquiéter, parce que pareil, en fait, bébé ou pas bébé, on peut avoir aussi... voilà, c'est ça. Donc, je suis rentrée chez moi sans bébé, ce qui est déjà une étape en soi, et avec un corps en postpartum, sans repère, en me disant peut-être le pire est derrière moi, mais en fait non, parce que ce qu'il y a devant moi, je sais pas ce que c'est, et j'ai aucun repère pour vivre la suite. Alors j'étais bien accompagnée quand même, enfin ma psychologue je la voyais toutes les semaines, et heureusement, parce que d'un point de vue médical c'était rendez-vous dans 3 mois ou dans quelques semaines pour la visite post-accouchement. Voilà, donc suite de couches. Et puis dans 3 mois pour avoir les résultats de tous les examens qu'on fait suite à l'IMG, ou ça pourrait être des examens suite à une perte d'un bébé dans d'autres circonstances, mais j'ai 0 repère. Enfin, vraiment, je n'en ai aucun. Et ça, je trouve que ça ajoute une couche d'inconnu qui est très inconfortable et qui fait que là, on commence à prendre conscience du poids du tabou. On se dit, ah ouais, c'est quoi ce que je vis là ? Donc on sait que c'est un deuil, mais dans notre corps, on comprend même pas ce qui se passe. On sait pas ce qui est du deuil, ce qui est du postpartum. Alors en plus, quand c'est une première grossesse, comme c'était le cas pour moi, on sait pas à quoi ça ressemble un corps en postpartum. Et on se sent diminué physiquement, on se sent diminué et épuisé à cause du deuil. Et je pense que c'est là aussi pour l'entourage qu'il y a quelque chose de... Maintenant, c'est la reconstruction et on va se remettre debout. Sauf que non, c'est pas comme ça ça se passe. Enfin, on est encore dans quelque chose, on est encore dans le dur en fait quand on rentre chez soi. Ouais, c'est ça, parce que tu as effectivement non seulement physiquement, physiologiquement le postpartum avec tout ce qui l'entoure, qui est déjà un tabou en soi, puis après le deuil sur un sujet qui est également tabou. C'est un peu, c'est doublement difficile quand l'entourage doit estimer que, entre guillemets, sans être brut, mais puisqu'il n'y a pas de bébé, presque il n'y a pas de sujet, quoi. Enfin... Alors, pour certains, il n'y a pas de sujet. Pour d'autres, il y en a un. Mais il y a ce côté de, le plus dur est derrière elle, en fait, ou derrière eux. Et moi, je n'avais pas mesuré le fait que le plus dur, non, il n'était pas passé. Et que ça allait être long. Chacun va à son rythme. Mais il y a l'entourage et il y a la société aussi. Et ça, je m'en suis rendu compte à une occasion, mais vraiment, je crois que c'est là que je me suis dit, ok, là, c'est ce que je vis, ça fait vraiment pas partie du champ des possibles des gens. 3 jours après mon accouchement, donc pour mettre les choses un peu en perspective, entre l'annonce du diagnostic et mon accouchement, en fait, il y a eu plus de 3 semaines qui se sont passées. Donc 3 semaines où j'étais bien enceinte, que les gens voyaient que j'étais enceinte, et 3 semaines pendant lesquelles je suis pas sortie de chez moi parce que j'avais qu'une peur. On le sait, hein. Tout le monde commente la grossesse des femmes. Oui, bien sûr. La grossesse, c'est un sujet public. Le corps des femmes est public dès lors qu'elles sont enceintes. Donc moi, j'avais qu'une peur, c'était
voilà, qu'on me parle de ma grossesse alors que je n'avais pas du tout envie d'en entendre parler. Donc je sortais très peu de chez moi. Et après mon accouchement, je suis sortie de nouveau en me disant c'est bon, là j'ai besoin de prendre l'air. Donc voilà. Et il y a eu un jour, 3 jours après mon accouchement, où j'ai vu une amie. J'ai pris un verre avec elle et donc je suis allée à la pharmacie parce que mes fameuses tranchées me faisaient mal et j'ai acheté un anti-inflammatoire. Et à la pharmacie, je donne ma carte vitale et comme ça faisait moins de 12 jours que j'avais accouché, j'étais couverte par le 100% maternité. Et là, la personne à la pharmacie met la carte dans son lecteur, voit 100% maternité, anti-inflammatoire. J'aurais été encore enceinte, elle n'avait pas le droit de me les délivrer. Ouais. Donc elle me dit, voilà, je vois que vous avez le 100% maternité, si vous êtes enceinte, voilà, il y avait le comptoir, elle pouvait pas voir si j'étais enceinte ou pas, je peux pas vous délivrer ce médicament. Et là, je me dis, qu'est-ce que je réponds ? Je lui ai pas dit j'ai perdu mon bébé parce que je m'en sentais pas capable et surtout j'ai été prise au dépourvu. Je pensais vraiment pas qu'on allait me sortir ça. Ça aurait pu être pour quelqu'un d'autre que pour toi en plus. En l'occurrence, non, c'était pour moi, mais oui, hein, comme c'était pour moi, de toute façon, il fallait que je lui dise. Donc je lui ai dit, je ne suis plus enceinte. Je lui ai pas dit, j'ai accouché, hein, mais je ne suis plus enceinte. Et là, réaction de sa part, oh, mais c'est génial de voir une jeune maman qui a accouché, qui est déjà sur pied, qui est déjà en pleine forme. Vous savez que nous, dans notre pharmacie, le rayon bébé, on a plein de réductions, on a des cotons pas chers. Et elle est partie dans un truc. Et moi, je me décomposais petit à petit. Et j'avais, en fait, dans cette espèce de lueur de lucidité, je lui ai pas dit j'ai perdu mon bébé, mais je lui ai dit je ne suis plus enceinte. Donc pour moi, ça voulait déjà dire quelque chose de lui dire de cette manière-là, sans sourire, enfin vraiment. Et là, elle est partie sur 3-4 minutes de monologue où je savais plus où mettre. Et là, ça a été tellement violent. Je me suis dit mais ouais, effectivement, elle ne peut pas imaginer ce que j'ai vécu. Alors même que pendant toutes ces semaines, tous les soignants à qui j'avais été confrontée étaient formés, me ménageaient. Enfin, on était dans une bulle à l'hôpital, en fait, en étant bien accompagnés. Et d'un coup, après l'accouchement, on est en plein dans le deuil, on est en plein dans le postpartum, et on est confronté à des personnes qui ne savent pas que c'est possible de perdre un bébé en cours de grossesse. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc en fait, je peux plus sortir, je peux plus rien faire, je m'expose potentiellement, alors que je ne l'avais même pas envisagé, à des remarques qui ne sont pas malveillantes, mais qui, moi, vont me mettre très, 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 très mal. Et à partir de là, j'ai eu beaucoup de mal à ne serait-ce que sortir toute seule. Pendant combien de temps ? J'arrive pas trop à me souvenir. Mais vraiment, ça a duré quand même plusieurs semaines où j'avais besoin d'avoir mon compagnon avec moi dès que je sortais. J'étais prise de vertige dès qu'il y avait du monde. Enfin, et même 6 mois après mon accouchement, encore une affaire de carte vitale où je reprends de l'acide folique parce que j'envisageais une autre grossesse. Et je sais pas ce qui s'est passé avec ma carte vitale. Donc le bête problème administratif. Hein. Le type à la pharmacie qui me dit « Mais vous êtes enceinte ?» Non, mais ça je ne vous regarde pas en fait. Je suis pas enceinte, c'est pour une autre grossesse. Il fait mais si c'est marqué là sur votre carte vitale, vous êtes enceinte. Je dis non, je ne suis plus enceinte. Ah mais vous avez un enfant, alors vous avez accouché il y a pas longtemps. Et vraiment, enfin un moment où ce sont des moments où on ne s'y attend pas. Et ça c'est dur. Donc là, ça m'a pas mis 6 pieds sous terre, mais en fait, potentiellement, on s'expose à des choses bien compliquées. Et tu parles de l'administration, justement, et des bêtes bugs administratifs comme ça, qui peuvent en fait, donc peut découler énormément de violence. Justement, l'enfant, aux yeux de l'administration, quel statut il a ? Comment ça se passe quand tu as recours à une IMG ? Alors, quand on perd un bébé en cours de grossesse, en fait, voilà, que le bébé est mort-né, il n'a pas ce qu'on appelle de personnalité juridique. Donc, en fait, on ne peut pas établir de, entre guillemets, vraie filiation avec lui. Enfin, il n'y a pas de droit à l'héritage ou de choses comme ça. Enfin, c'est très, très complexe. Mais il peut avoir une existence beaucoup plus symbolique et être malgré tout reconnu.
Est-ce qu'il a une place, par exemple, dans le livret de famille ? Moi, c'est une question que je me posais. À partir d'un certain stade durant la grossesse, on peut l'inscrire au livret de famille. Alors, je me souviens plus exactement. Ce sont des considérations très administratives. Mais c'est possible. C'est aussi pour ça que je disais que la définition de l'OMS, elle est très restreinte parce que finalement, c'est avant 22 semaines d'aménorrhée. Si on perd un bébé avant 22 semaines d'aménorrhée, on peut quand même l'inscrire au livret de famille. Donc, c'est preuve que le deuil périnatal, ça commence pas à ce stade-là. Mais on peut l'inscrire au livret de famille. Depuis peu, on peut aussi lui donner un nom de famille, mais là, de manière extrêmement symbolique. Mais juste pour qu'il y ait une reconnaissance. Parce que c'est pareil, il y a des cas de figure qui sont quand même très complexes et c'est violent de ne pas pouvoir donner un nom de famille, notamment quand on a été enceinte de jumeaux, qu'il y en a un qui est décédé in utero. Et qu'en fait, il y en a un qui a le nom de famille et pas l'autre. Ce sont des choses, d'un point de vue symbolique, c'est très compliqué à accepter. Et ce sont des choses aussi à accepter après avoir déjà vécu le pire. Et puis à partir de 22 semaines d'aménorrhée, ou si le bébé pèse au moins 500 grammes, on a le droit au congé maternité ou paternité. Donc ça aussi, c'est une reconnaissance. Mais c'est compliqué pour les personnes qui ont vécu un accouchement aussi et qui n'étaient pas à ce stade-là, qui ont un arrêt maladie. Mais il y a différentes choses qui sont mises en place, effectivement. C'est très violent aussi, en fait. Enfin, je veux dire, le fait de... Si tu dis 500 grammes, c'est complètement abstrait comme il y a un bébé qui fait 490 grammes. Alors, tu vois, je veux dire, c'est... tu peux être au même stade. C'est qu'il y a des arbitrages qui sont faits et il y en a toujours qui sont exclus. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est extrêmement dur. Je ne suis pas à la place de ces personnes puisque je ne l'ai pas vécu, mais à travers le podcast, je recueille les témoignages des autres et effectivement, je mesure à quel point c'est compliqué de se sentir exclu dans ces moments-là parce qu'on n'a déjà pas de reconnaissance. Comme je l'avais dit lors d'une interview un jour, on passe de future maman à rien du tout. Et déjà, rien que ça, encaisser, c'est compliqué. Et puis, il y a les personnes qui doivent aussi batailler pour leur congé mat, avec des employeurs qui connaissent pas la loi. Et puis aussi, quand on va à l'état civil, qu'on veut faire inscrire notre bébé, c'est dur de se dire potentiellement, je vais tomber sur une personne à la mairie qui va pas connaître la loi et qui va pas vouloir l'inscrire. C'est plein de petites choses qui font que... il y a les personnes qui le vivent de l'intérieur et qui vivent tout ça. Tout le deuil, l'accouchement... en fonction du terme auquel la grossesse s'est arrêtée, plus toutes ces petites démarches, toutes ces petites phrases chocs, toutes ces situations maladroites. Parfois, c'est chez le médecin aussi. On retourne voir un médecin, mais qui est juste fait comme si rien ne s'était passé, ça arrive. Et puis, il y a les personnes qui, de l'extérieur, ne se rendent pas compte qu'il y a toute cette nébuleuse de complications, de situations délicates, de situations maladroites qui rajoutent beaucoup de violence à la violence. Qu'est-ce qui manque niveau santé publique pour mieux faire reconnaître aujourd'hui le deuil périnatal et accompagner les femmes qui le vivent ? Beaucoup de choses. Super vaste. Mais par exemple, le congé maternité, étendre le congé maternité à toutes les femmes, c'est quelque chose que toi tu aimerais voir appliquer ? En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est à partir du moment où on accouche par voie basse, pourquoi on n'a pas de congé mat automatiquement ? Après, le souci, c'est que je vais dire ça, on va dire, oui, mais moi, j'ai vécu ça avant, ça a été une prise en charge au bloc opératoire pour ce qu'on appelle une aspiration, un curetage. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit non plus au congé mat ? Enfin, c'est vraiment... faut peser ses mots aussi parce que... Bien sûr. Voilà. Mais effectivement, déjà, première absurdité pour moi, mais peut-être qu'il y a des raisons très rationnelles. Moi, j'aimerais les connaître, mais pourquoi il n'y a pas de congé maternité pour toutes les femmes qui accouchent par voie basse ? Mais je pense que s'il y avait vraiment une chose à mettre en place, mais qui pour moi est la priorité de la priorité parce que ça a tellement d'incidence sur le vécu du deuil et sur la trace que laisse ce moment, c'est que tous les professionnels de santé à qui on est confronté quand il y a un problème avec la grossesse soient formés. Oui. C'est pas le cas forcément. Ce qui n'est pas le cas forcément. Et
quel que soit le terme de la grossesse auquel ça s'arrête. Parce que je vois bien que pour tout ce qui est ce qu'on appelle très maladroitement les fausses couches tardives, les IMG, les morts fœtales plus tard dans la grossesse, les professionnels sont de mieux en mieux formés, mais pas tous. Mais par contre, pour les arrêts naturels de grossesse au premier trimestre, c'est pas parce que c'est banal qu'on peut se permettre de dire des mots qui sont juste aberrants. Enfin, voilà, donc je pense que ça, ce serait vraiment le truc qui me semble être le plus urgent, parce que on se souvient de tout. Un geste, un regard, un mot, une phrase pleine d'empathie, on s'en souvient. A contrario, des maladresses, des soignants qui font, qui minimisent ce qui est vécu, on s'en souvient aussi. Et franchement, on s'en souvient et ça peut laisser des traces indélébiles. Et c'est très dur pour les soignants de se dire que potentiellement tout ce qu'ils vont faire aura une incidence. Surtout que je le sais, que l'hôpital public se porte mal, que les conditions de travail font que des soignants malgré eux sont maltraitants. Mais juste, le deuil périnatal, c'est quand même une épreuve. C'est une épreuve. Ce n'est pas quelque chose... anodin. Ouais, c'est ça. Et même ce qui pourrait paraître anodin, c'est une banale fausse couche. Il y en a des tonnes. Bah oui, mais moi, dans ma vie, bien sûr. C'est la première, ou c'est la deuxième, c'est la troisième. Enfin, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que cette personne, elle a vécu avant, on ne sait pas comment ça se passe pour elle. Donc, c'est jamais banal, au final, comme tu disais tout à l'heure, Charlotte, il ne faut pas minimiser. Bien sûr. Qui que l'on soit dans l'entourage d'une personne qui vit quelque chose comme ça. Et puis c'est vrai qu'en plus, quand dans notre entourage, c'est minimisé, si en plus, les soignants n'ont pas été à la hauteur on se sent... de cette épreuve, alors là, mais en fait... c'est terrible. Et comment est-ce qu'on gère l'envie d'un autre bébé après un deuil périnatal ? La question, je pense que la grossesse qui suit un deuil périnatal, déjà, on se pose des questions. Ça peut venir d'une envie vraiment quasi immédiate de dire il va falloir que je sois de nouveau enceinte. Je peux pas, je peux pas m'arrêter là-dessus, mais vraiment, mon parcours de mère peut pas s'arrêter à cette épreuve-là. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose qui vient très rapidement. Enfin, en tout cas, de songer à une grossesse d'après. Le souci, c'est que la grossesse d'après, déjà, il y a des personnes qui perdent un bébé qui était déjà depuis des années dans des parcours PMA. Donc, ce sera pas la même chose. Il y en a pour qui, c'était une grossesse... qui est arrivé un peu comme un miracle et il n'y en aura pas d'autres. Et puis aussi, c'est envisager une grossesse en sachant qu'on a perdu toute naïveté, toute innocence et qu'il y a potentiellement peut-être des risques de récidive, ou alors c'est la prise de conscience que tout peut arriver. Et ça, c'est très dur. C'est un mélange de peur, d'envie, de dire à quel moment je vais être prête, à quel moment on va être prêt aussi au sein du couple. Et ça peut être une question... il y a des femmes qui sont enceintes très rapidement après. D'autres, ce sera des années après. D'autres qui ne pourront pas l'être et qui vont devoir peut-être faire le deuil de la parentalité pour qu'il n'y aura pas d'autres enfants. Et finalement, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on est de nouveau enceinte, c'est plus la même grossesse. Et d'ailleurs, ce que je préciserai, c'est que c'est pas parce qu'on est de nouveau enceinte que tout ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance et qu'on n'est plus du tout dans le deuil. Parce que le deuil est forcément aussi réactivé avec une grossesse, puisqu'on refranchit des étapes, qu'on est parfois confronté aux mêmes professionnels que pour la grossesse précédente, que parfois on a un suivi médical extrêmement encadré du fait de ce qu'on a vécu précédemment. Et voilà, c'est pas parce qu'on est de nouveau enceinte et que potentiellement on va avoir un autre bébé que ce bébé remplace le précédent. Bien sûr. Est-ce que tu as, parce qu'on arrive au bout de cette émission,
Est-ce que tu as des recommandations, des ressources à partager avec les personnes qui nous regardent, que ce soit sur le sujet dont on vient de parler, et évidemment, je rappelle qu'il faut aller écouter ton podcast et regarder, on a jusqu'au 31 décembre pour regarder Le berceau vide en replay sur France TV. Mais voilà, sur ce sujet-là, ou plus largement même sur la parentalité, tout ce qui est en lien, qui peut être en lien avec la grossesse, ou le deuil périnatal, des livres, des podcasts, des docus. Sur le deuil périnatal, déjà, parce que c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. En dehors de mon podcast et du docu, je conseille très fortement le compte de Julie, qui s'appelle À nos étoiles sur Instagram. Julie, elle est un peu spéciale pour moi parce que quand j'ai vécu mon IMG, elle avait un blog, et c'est le premier blog sur lequel je suis tombée qui parlait du deuil périnatal et de l'IMG. Je me suis vraiment reconnue dans ce qu'elle écrivait. Et donc, voilà, après, elle a commencé à avoir un compte Instagram qui est très suivi. Et Julie, en fait, elle est dans notre documentaire aussi. Donc ça, c'est vraiment... C'est Julie qui apparaît dans le docu. Ouais, c'est Julie qui apparaît dans le docu, la maman de Maya et Alice. Et ça, c'est vraiment une super ressource. Sur... le deuil périnatal et un peu plus spécifiquement sur les arrêts naturels de grossesse et même sur la parentalité en général, moi ce que je recommande, c'est le compte Instagram de Mathilde, mais presque rien. Ah oui. Mathilde le miel. Ouais, c'est ça. Qui a en plus a fait une BD, donc mais presque rien, et qui a publié un livre il y a quelques mois qui s'appelle Grossesse plurielle, et qui parle de beaucoup de trajectoires. La rédaction. Et ben je le conseille, il est vraiment très bien. Beaucoup de trajectoires liées à la maternité, à la grossesse. Et en fait, je trouve que c'est un livre qui fait du bien parce que souvent, voilà, comme je le disais, il y a plein de tabous sur la grossesse qui tombent. Il y a plein de choses dont on parle aujourd'hui, dont on parlait pas il y a 5 ans. En fait, ça va très vite. Et parfois, on a l'impression que le deuil périnatal, et Julie le dit aussi dans le documentaire, c'est un peu le tabou dont on veut pas trop s'emparer, un peu le tabou qu'on brise pas trop parce qu'en fait c'est effrayant pour tout le monde. Et dans ce type de livre, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est, je trouve, le concept de sororité pour ce livre n'est absolument pas galvaudé parce qu'il s'agit vraiment de parler de plein de parcours de grossesse différents et de se dire, voilà, il n'y a pas un parcours qui prévaut, mais il y a plein de parcours, et de la même manière, je le sais, c'est pas parce qu'on a un enfant vivant qui va bien au bout du compte qu'on n'a pas vécu plein de choses pendant la grossesse et potentiellement pendant l'accouchement. Donc vraiment, moi j'aime bien l'idée de tisser des liens entre les femmes et de se dire, voilà, il y a celles qui ont vécu un deuil périnatal, il y a celles qui ont vécu la PMA, il y a celles qui ont vécu des césariennes, il y a celles dont les enfants sont partis en néonat. Enfin, il y a plein de choses, et finalement, on vit toutes des épreuves. Et donc c'est pour ça que je le conseille fortement, ce livre. D'accord. Très bien. Et ben, toutes ces recommandations seront en note du replay de cet épisode de l'apéro des Daronnes, qui sera très bientôt disponible en replay sur YouTube. Merci beaucoup à toi, Sophie, d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous deux. Merci. Ouais. Et merci à vous tous et toutes qui nous avez regardés, qui avez suivi ce live. Pour rappel, n'hésitez pas à regarder Le berceau vide de Sophie de Chivry et Anaïs Feuillette, qui est dispo en replay sur le site de France TV jusqu'au 31 décembre. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Wow, c'est bizarre de dire ça. Ouais. Pour un nouvel épisode de l'apéro des Daronnes. Je sais pas si on a le droit de le teaser ou pas. Puisque Manon, je sais pas si c'est acté, donc je vais pas le teaser. Mais en tout cas, voilà, on sera de retour le 9 janvier. Et puis n'hésitez pas, j'ai partagé également dans le chat le compte Instagram de Sophie, Au revoir podcast, et puis aussi le lien vers le podcast pour pouvoir l'écouter. Un grand merci Sophie, et à bientôt. À bientôt. À bientôt.